Bon, on a parlé pas mal de Loïc Chéniaud et de l'Institut Homme PayPal sur la chaîne. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a une dérive. Dérive ou non, d'ailleurs, il y a des gens qui pourraient dire que il l'avait prédit, mais voilà, chez Loïc et chez cet institut, à aller de plus en plus flirter avec des pensées d'extrême droite. Clairement. Là, j'ai un article que j'ai résumé. Un article qui est sorti sur le média de l'Institut Homme PayPal qui s'appelle « État ou racaille qui fait la loi. Les émeutes actuelles ne sont en aucun cas la conséquence fortuite d'un incident isolé, mais l'expression d'un rapport de force. » Vous allez voir, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. J'ai fait le résumé du dernier article de l'Institut Homme PayPal, là, dirigé par Loïc Chéniaud. Analyse marxiste interdite dans ce genre d'article, évidemment, sur l'affaire Naël. En gros, c'est un article où, au lieu de faire une analyse matérialiste, on aurait pu attendre ça, une analyse matérialiste, une analyse marxiste, ou je sais pas quoi, ils vont dire que le meilleur moyen d'analyser la situation aujourd'hui, c'est de reprendre l'opposition qu'il y avait chez Ibn Khaldoun entre sédentaires et bédouins. Et donc, quand ils parlent de racailles, ils vont commencer à parler de bédouins. Alors, certains verront du racisme, mais c'est sûrement pas le cas, parce qu'on connaît Loïc, il ne traîne pas là-dedans, donc on ne peut pas dire que c'est raciste, évidemment. Vous allez voir, c'est hallucinant. Il y en a encore qui nient le fait qu'il y ait une dérive à l'Institut PayPal, hein, mais voilà. Après ça, je pense que c'est impossible de nier qu'il n'y ait pas une dérive droitière là-bas. On peut comprendre la société française en opposant bédouins, la racaille qui fait des émeutes, et sédentaires, ceux qui ont fait les gilets jaunes. Les bédouins ont le monopole de la violence. Donc ça, c'est ce que je résume de l'article et je mets les preuves. Donc je mets l'article, il dit « Après avoir exposé cette tendance, nous analyserons à l'aune de la théorie du penseur arabe médiéval Ibn Khaldoun et des travaux récents qui ont mis en lumière l'actualité de son œuvre. En effet, ce contraste participe de la logique de division entre les bédouins d'un côté, terme générique désignant des populations solidaires, violentes et pillardes, qui est plus pertinent que celui de racaille, et les sédentaires de l'autre. D'accord ? Ok d'y acheter. La violence, les bédouins en ont le monopole. Cette perspective nous permet d'envisager les conséquences lorsque l'on cède aux bédouins la primauté de la violence, c'est-à-dire d'abord une perte de souveraineté populaire et nationale. Donc voilà, ils s'opposent la nation comme ça à la violence des bédouins par rapport à l'affaire Naël et les émeutes. Affaibli de l'intérieur comme de l'extérieur, un tel état tend à déléguer de plus en plus de pouvoir aux bédouins, tandis que l'identité même des sédentaires disparaît. Enfin, c'est hallucinant hein, comme truc. Hein. Vraiment, c'est extrêmement droitier. Hein. Phénomène dont nous aborderons la pertinence dans ce cadre. Ensuite, là c'est moi qui résume, donc je dis l'affaire Naël est l'expression de ce conflit bédouin sédentaire. L'article questionne la pertinence d'interdire moralement aux policiers de tuer. Vous imaginez le truc, hein. L'article du média de Loïc Chéniaud. En effet, la position de l'association de Loïc Chéniaud plutôt. En effet, la position morale abstraite selon laquelle aucun crime ou délit ne légitime l'usage de la force létale par la police, notamment avec l'argument selon lequel la peine de mort n'existe plus en France, est loin d'être évidente. Ça sort nulle part, ça. Vraiment, ça sort nulle part. Les mecs remettent en cause l'usage de la force létale par la police, quoi. Est-il plus moralement condamnable d'abattre un chauffard qui met en danger la vie d'autrui, ou de risquer qu'un innocent qui n'a aucun cas menacé l'intégrité de quiconque meure tué par ce chauffard? Ça, c'est la rhétorique, encore une fois, des mecs d'extrême droite. Mais là, quand on a vu comment il repartait, Naël, c'est-à-dire pas rapidement, il n'y avait pas de risque direct là pour des piétons. Et par contre, le fait qu'il soit décédé et qu'il aille s'encastrer comme ça sans pouvoir contrôler la voiture, bah, c'est tout aussi dangereux en fait, voire plus dangereux parce qu'il ne contrôle pas la voiture. Bref, eux ils disent que voilà, donc on peut remettre en question le fait de est-ce qu'il faut ou non user de la force de la violence létale par les policiers, quoi. Par ailleurs, si l'on interdit a priori tout usage de la force létale aux policiers, on en laisse le monopole aux bédouins. Non mais genre voilà, les bédouins, enfin déjà moi je trouve ça à mourir de rire ou à pleurer ce terme de bédouin là pour parler de la racaille et pour parler des populations qui ont fait les révoltes là on a vu enfin bref,
Et en plus de ça, je vois pas en quoi les policiers ne peuvent pas continuer à faire ce qu'ils font aujourd'hui, c'est-à-dire essayer d'arrêter les gens pour qu'on les juge par la suite. Si un policier est en cas de légitime défense et qu'il est réellement en danger, moi ça me gêne pas qu'il use de la force. C'est pas le souci. Mais pourquoi est-ce qu'on remettrait en question les principes qu'il y a actuellement pour leur donner plus de chances d'utiliser de la force létale, quoi? Aujourd'hui, normalement, ils n'ont pas le droit d'user de la force létale parce que, voilà, il n'y a pas la peine de mort par les policiers en France. Moi, je préfère qu'on juge les gens. Leur violence étant naturalisée, cela n'apparaît alors pas comme une contradiction. Il en résulte que la racaille est plus forte que l'État et donc que le peuple. Mais d'où la racaille est plus forte que l'État et que le peuple? On a envoyé le raid, la BRI et c'était fini en 3-4 jours. L'affaire Naël n'est pas une aberration due à la gâchette facile d'un policier, mais le dénouement difficilement évitable d'un conflit politique fondamental. Pour comprendre comment la racaille minoritaire peut arriver à faire trembler les sédentaires et l'État français entier, il nous faut plonger dans la pensée d'Ibn Khaldoun, telle qu'elle a été analysée ces dernières années par l'historien Gabriel Martinez-Gros. Non mais c'est délirant. L'article, il est vraiment délirant. Alors, on continue. Ensuite, voilà, c'est moi qui résume, du coup, ce qui est dit. Je mets... La police est plus laxiste envers les bédouins qu'envers les sédentaires. Ça me paraît très très étonnant. On n'a pas vraiment vu ça dans les faits. Hein. On a vu une police déjà qui a tué Naël, une police après qui a été envoyée plus. On se disait, ouais, faut envoyer l'armée. Il y avait la BRI, il y avait le raid. D'accord ? Notamment à cause de la NUPES qui utilise une nouvelle religion, l'antiracisme, pour empêcher la répression des bédouins. Il est précisé que les bédouins doivent être racialement différents des sédentaires. Ouais, moi je trouve ça spécial, hein. Donc voilà, je prouve le no-fake. Et donc il est dit dans l'article, la police française est impuissante face aux bédouins pour les raisons que nous avons déjà évoquées. Le refus des oulémas de laisser les sédentaires utiliser la violence les condamne à être plus faibles face aux bédouins que face aux gilets jaunes sédentaires qui pestaient justement contre l'impôt. Donc voilà, on voit que les gilets jaunes, c'est des sédentaires, hein, ils pestaient contre l'impôt, c'est juste ça qu'ils faisaient. Évidemment, voilà, le pillage et tout, non, ça c'est un truc de bédouin. Cette résistance des oulémas est illustrée par les déclarations des députés NUPS ou par le refus des néoclères, il y a tout un verbiage en plus, d'appliquer la circulaire de sévérité contre les émeutiers voulue par le ministre de la Justice, une avocate la qualifiant de circulaire honteuse. Donc en gros, la lutte actuelle de l'Institut Umpépal, c'est de lutter contre la NUPES, évidemment, dans ce cas-là. Remarquons que le cœur du discours des néoclères repose sur l'antiracisme. Celui-ci, en effet, est la nouvelle religion qui légitime l'impuissance politique. Les bédouins, pour pleinement remplir leur rôle, doivent être ethniquement et même racialement distincts des sédentaires. C'est-à-dire que là, ils avouent que quand ils utilisent le terme bédouin, il parle d'un groupe ethniquement et racialement différent. Hein. Et en plus de ça, c'est ce que je comprends. Moi, je sais pas ce que vous comprenez dans cette phrase. Les bédouins, pour pleinement remplir leur rôle, doivent être ethniquement et même racialement distincts des sédentaires. Ils sont en train de nous dire que quand ils parlent des bédouins, là, pour parler de la racaille, ils parlent de gens qui sont ethniquement et racialement différents. Et ils nous disent qu'ils sont protégés par la NUPES, qui utilise la religion de l'antiracisme pour empêcher la critique de la violence des bédouins envers les sédentaires. Et pour eux, la sédentaire, c'est les gilets jaunes. Enfin, on croirait vraiment que pour eux, le truc bédouin sédentaire, en fait, c'est une opposition raciale blanc arabe, quoi. Enfin, c'est ouf quand même. C'est hallucinant de voir à quel point ils ont dérivé, les mecs. Hein. Ils sont devenus zinzin. Hein. Les sédentaires, victimes des bédouins, doivent tolérer leur violence sous peine d'être accusés de racisme. Ainsi, l'antiracisme détruit la cohésion nationale. Mais on croit du Conversano, le bordel. C'est baisé, hein. Les sédentaires sont sommés de tolérer la violence des bédouins et de ne pas y répondre sous peine d'être accusés de racisme. L'accusation de racisme permet alors de détruire la souveraineté nationale et populaire. Les bédouins ont, eux, réagi par la solidarité ethno-raciale. Pour résumer la seconde partie de notre propos, l'impuissance de l'État face à la racaille s'explique par le désarmement et l'atomisation des sédentaires ainsi que par la castration politique de l'État par les oulémas. Donc ils considèrent que l'État est castré politiquement, que l'État ne fait plus rien. D'accord ? J'ai l'impression, moi, qu'il est de plus en plus autoritaire. Et que les sédentaires sont désarmés, donc ils pensent quoi ? Il faut armer les sédentaires ? C'est quoi cette histoire ? Enfin,
Cette impuissance est idéologiquement justifiée par l'antiracisme, et les émeutes actuelles en sont une composante ethnique indéniable. Oh non, les émeutes actuelles ont une composante ethnique indéniable qui motive les bédouins et affaiblit les sédentaires. Et c'est devenu vraiment, mais un truc de racialo pas clair, hein. Avec leur espèce de terme dégueulasse, là, bédouin, là. Pourquoi ils sont allés chercher un terme du Moyen-Âge arabe, enfin, ça sort d'où ce truc-là? Ça sort d'où? Enfin, quel rapport entre les gens issus de l'immigration postcoloniale dans les banlieues françaises au XXIe siècle et des éleveurs de chameaux du Moyen-Âge arabe? Ça n'a aucun sens comme truc. Enfin, c'est quoi cette comparaison? Pourquoi ils peuvent pas utiliser le matériel dialectique pour faire des analyses, les mecs? L'antiracisme est l'outil de l'impérialisme américain. L'accusation de racisme visant la police française par l'ONU en est la preuve. C'est-à-dire que pour eux, quand on dit que la police française est raciste, voilà, on est soumis à l'impérialisme américain et il y a quasiment Israël dans l'histoire. Hein. Enfin, c'est quoi ces conneries, putain? Et là, du coup, il dit... remarquons que le cœur du discours des néoclères repose sur l'antiracisme. Celui-ci, en effet, est la nouvelle religion qui légitime l'impuissance du politique. Les Bédouins, pour pleinement remplir leur rôle, doivent être ethniquement et racialement différents et sédentaires. Attendez, c'est pas le bon tweet, ça. C'est pas le bon screen. Mais en gros, oui, ils disent que... Je dois l'avoir en plus dans mon portable, donc je peux le dire, hein, même si ils effacent l'article. En gros, ils disent que le fait que la police... française soit visée par l'ONU comme étant raciste, c'est la preuve que l'impérialisme américain, comme si l'ONU c'était l'impérialisme américain pur et dur, je veux dire l'ONU il y a quand même la Chine et la Russie qui ont un veto, hein. Il nous explique qu'en gros voilà, c'est la preuve que tout est ficelé par les États-Unis. En fait ça permet aussi à l'IHT d'avoir ce discours de libération nationale. Parce que leur truc, c'est on est totalement dominé par les États-Unis, donc il nous faut une lutte de libération nationale, donc limite le nationalisme devient progressiste. Alors c'est étonnant parce que moi je vois des gars en fait qui luttent contre l'antiracisme. Donc qu'est-ce que c'est le lutter contre l'antiracisme? Peut-être un peu faire le jeu du racisme, au nom de la nation, sur des médias d'extrême droite. Donc je trouve que c'est quand même un peu étonnant quoi, comme truc. Mais il paraît que non, ça reste du marxisme pur jus et que c'est super progressiste et humaniste quoi. La NUPES est l'union des néoclères et des bédouins pour détruire la cohésion nationale. Non mais moi quand... alors ça c'est moi qui le dis, mais on croirait un truc en mode judéo-bolchevique quoi. Les judéo-bolcheviques détruisent la cohésion nationale, on a entendu ça. Ben là c'est la NUPES, donc la gauche, c'est l'union politique des néoclères et des bédouins pour détruire la cohésion nationale. C'est quoi néoclère? Bah, je pense que c'est pour dire bobo, ça doit être un truc du genre. Une fois compris que les Bédouins ne cherchent pas le désordre mais à imposer leur propre ordre, nous pouvons analyser de manière plus pertinente les réactions des hommes politiques, particulièrement ceux de la NUPES qui apparaissent comme les représentants de l'union entre les néoclères et les Bédouins. Les figures de la NUPES ont jusqu'à juillet, le 2 juillet, apporté leur soutien aux émeutiers en légitimant leurs actions par l'injustice et le racisme de l'État français. Contentons-nous de citer les réactions de Jean-Luc Mélenchon. Celui-ci a d'emblée qualifié le policier d'assassin et condamné l'escalade sécuritaire. Genre c'est une folie de qualifier un mec qui a tué quelqu'un d'assassin qui est une escalade sécuritaire quand il y a une escalade sécuritaire. Genre les mecs sont censés être communistes hein, sur ce média. Conformément à son rôle de néoclère, Mélenchon milite pour l'impuissance de l'État. Comme le remarque Ouria Boutelja, alors qu'en 2005, seule une poignée de gauchistes avait soutenu les émeutes, LFI a soutenu à l'unisson les Bédouins. Cela témoigne de la convergence entre les nouvelles couches moyennes néoclères et les Bédouins, dont la NUPES est l'expression politique. Et oui, voilà, la NUPES, c'est la racaille et les bobos, hein, c'est Loïc qui le dit. Hein. Ces néoclères pensent que les Bédouins sont révolutionnaires, comme les Gilets jaunes, alors qu'en réalité, ils sont opposés aux Gilets jaunes. Mais déjà, personne ne pense que les révoltes de quartier, là, c'était révolutionnaire. Et dire que c'est l'opposé des gilets jaunes, et en plus de ça il y a toujours ce truc de bandeur de gilets jaunes comme si les gilets jaunes étaient révolutionnaires. Les gilets jaunes de base ils étaient sortis pour lutter contre une taxe sur le carburant
il y avait quelque chose d'un peu Poujado quand même là-dedans aussi. Enfin, c'est pas la revendication la plus socialiste, la plus... Mais voilà, c'est comme ça qu'on construit un mouvement social. On part de trucs qui sont un peu confus et après on réfléchit, on structure les choses. Là, ça a duré 5 jours, c'est pas structuré, malheureusement. Mais les Gilets jaunes, ils sont pas arrivés d'un coup avec un programme communiste, démocratique et tout. Ça s'est fait au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on fait. Or, ces néoclaires s'illusionnent quant aux intentions et à la nature des Bédouins. La nature des Bédouins, enfin, c'est naturalisant, je suis désolé, ça fait raciste comme truc. Qu'ils considèrent comme une force populaire et révolutionnaire et qu'ils comparent volontiers aux Gilets jaunes, comme nous l'avons vu. Il s'agit plutôt de pillards qui terrorisent et violentent et humilient les travailleurs français. Soit l'inverse des Gilets jaunes. Mais pourtant, il y avait plein de travailleurs français qui se sont fait condamner à l'intérieur de ces révoltes, c'est étonnant. Qui, eux, représentaient les sédentaires, ployant sous le poids de l'État néo-calédonien. Putain, mais c'est tellement de la branlette en plus, l'article. Les Bédouins reconnaissent la tribu, et bien que français, je crois que ça se dit des Yourés, ils ne sont pas français de facto. Donc en gros, ils sont français sur le papier, hein, officiellement ils sont français, mais de facto, ils ne le sont pas. C'est bizarre, ils nous parlaient donc de Bédouins, racialement, ethniquement différents, et puis là ils nous disent en fait c'est pas des vrais français. Ils sont à deux doigts d'utiliser le terme français de papier quand même, hein. Romanisé pour lutter contre d'autres Bédouins, nombre de ces agents de sécurité sont issus des quartiers populaires, c'est-à-dire des Bédouins ou des populations proches des Bédouins. En effet, la racaille respecte davantage les personnes proches de leur tribu que les purs sédentaires. Non mais les mecs, arrêtez d'utiliser le terme bédouin et sédentaire, dites directement français de souche ou blanc, ou... dites les termes un peu, assumez votre truc. En effet, la racaille respecte davantage les personnes proches de leur tribu que les purs sédentaires. Je suis désolé, mais c'est hallucinant comme propos. Et après, il est dit, on peut penser par exemple à l'intégration de grands frères et autres bédouins au sein même de la police et à des quotas ethniques dans le recrutement des forces de l'ordre, ce qui reviendrait à une hybridation entre l'État et les bédouins, pire scénario possible pour les sédentaires. Ces bédouins, bien que français des Yourés, n'appartiennent pas de facto à la communauté nationale ni à la classe des travailleurs, mais en sont les ennemis. Putain, le niveau de... Le niveau que ça a atteint, quoi. Je veux dire, Loïc Chéniaud, c'était pas comme ça avant. Il pouvait parfois être problématique sur certains trucs ou un peu idéaliste, mais c'était pas comme ça, quoi. Comment ça se fait qu'il a dérivé à ce point? Enfin, là, c'est pas Loïc Chéniaud qui a écrit l'article, mais c'est sur son média. Mais c'est hallucinant, hein. Et il a fait une vidéo où il s'inspire de cette lecture. Il utilise les termes sédentaires, notamment, et alors il n'ose pas utiliser le terme bédouin. La vidéo, elle s'appelle L'illusion de la convergence des luttes, Gilets jaunes vs émeutiers. Donc c'est pas l'alliance des beaufs et des barbares, là c'est les beaufs contre les barbares, quoi. Donc la miniature c'est ça, là vous voyez des gilets jaunes d'un côté et puis des émeutiers avec tout en feu de l'autre. Vous allez voir le discours. Bonjour Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. Ce podcast fait suite à celui qui a été réalisé le 1er juillet. C'est un complément à ce qu'on a déjà dit sur les émeutes. Il vise à revenir sur l'évolution de la situation, puisqu'il y a une évolution de la situation depuis le 1er juillet, et aussi, de manière un peu plus anecdotique, sur les critiques qui ont été faites sur ce premier entretien. Donc on va faire des prolongements et des précisions. Par ailleurs, je vous rappelle l'importance de s'abonner, de partager la vidéo et également de souscrire à nos cours. Également, le et les filles ne cessent de mettre en lumière avec les gilets. Pour entrer dans le cœur de l'entretien, on a vu depuis quelques jours que les médias identifient les émeutiers avec les gilets jaunes. C'est aussi ce que la gauche bourgeoise et notamment LFI ne cessent de mettre en lumière. Ce rapprochement... Non mais les mecs déjà ils pensent que les médias ils sont du côté des LFI en gros et de la gauche bourgeoise. Voilà, il y a eu le même discours sur les révoltes à BFM qu'à LFI, quoi. Les mecs sont matrixés, je veux dire. C'est évident que les discours ils sont opposés quand même. Enfin, faut quand même reconnaître ça à LFI. Le discours sur BFM, CNews et le discours sur LFI, c'est pas le même. À quel moment sur CNews, ils disent ah ouais, mais quand même, c'est pareil que les gilets jaunes. Bah non, parce qu'ils sont des bandeurs de gilets jaunes, parce qu'ils y voient des beaufs Poujado, et puis Poujado plutôt. Et par contre, sur les révoltes, ils ont pas du tout soutenu. Entre gilets jaunes et émeutiers a-t-il un sens pour toi?
Alors, disons-le d'emblée, ça n'a d'après moi aucun sens. D'abord, il s'agit là pour la classe dominante de décrédibiliser les gilets jaunes en les réduisant notamment à n'être plus que des casseurs et ainsi créer de l'indistinction. Alors que eux, ils décrédibilisent pas du tout les quartiers populaires en disant que c'est des bédouins et que c'est des bédouins pillards, hein, évidemment. Entre des travailleurs sédentaires d'un côté, qui étaient les gilets jaunes... Donc vous voyez, Loïc, il utilise maintenant le terme sédentaire. Donc évidemment, il vous dit pas bédouin parce qu'il n'est pas encore assez matrixé pour assumer le terme, mais maintenant, il utilise le terme sédentaire dans ses vidéos. De décrédibiliser les gilets jaunes en les réduisant notamment à n'être plus que des casseurs et ainsi créer de l'indistinction entre des travailleurs sédentaires d'un côté, qui étaient les gilets jaunes, et des pillards de l'autre, parce qu'il faut les nommer tels quels. Voilà, donc il dit pillards au lieu de dire bédouins, mais dans l'article ils disent bien que les bédouins sont des pillards. Ensuite, cela montre encore une fois, du côté notamment de la gauche, tu l'as signalé, l'assujettissement à la délinquance. Tout cela s'inscrit dans la continuité logique, en réalité, de la gauche libérale qui a cessé depuis longtemps maintenant de s'intéresser aux classes populaires pour y préférer ses marges. C'était la logique qu'on retrouvait déjà. Oh là là, il va nous refaire du gna gna gna, Terra Nova, oh là 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 là. La gauche libérale, déjà aujourd'hui, elle existe de moins en moins. Hein. Je te signale que toutes les gauches qui étaient à droite là, de la France Insoumise, elles se sont rétamées en fait. Elles se sont rétamées totalement, et que la gauche qui a gagné, c'est la France Insoumise, qui est quand même pas la gauche la plus libérale, économiquement évidemment, et que dire qu'elle a abandonné les classes populaires, alors que quand même la France Insoumise, elle parle beaucoup aux quartiers populaires, et elle a quand même conservé un gros vote ouvrier, je crois, c'est un peu moins que Le Pen, mais c'est 25%, mais il y a aussi des employés, il y a un bon vote travailleur pour Mélenchon, on peut pas le mentir, donc c'est faux ce qu'il dit, quoi. Déjà chez les intellectuels tels que Foucault, etc., qui ont toujours été, là encore, que des libéraux. Et pire encore, la gauche nous présente ces émeutes comme des révoltes contre l'ordre établi et le capitalisme. Alors, que dire du coup de ces nombreux pillages ? Non mais la gauche te présente pas ces révoltes comme étant le parti bolchevique qui va prendre le pouvoir, hein, t'inquiète pas, personne ne dit ça en fait. Enfin moi je veux bien, citez vos sources un peu. Si c'est 3 tocards sur Twitter, c'est pas la gauche qui dit que les mecs qui ont brûlé une école, c'était des révolutionnaires. Enfin, ils parlent comme des mecs de droite qui essaient de discréditer la gauche. De ces grands écrans pillés dont on a vu de multiples images, de ces téléphones pillés, etc. Est-ce vraiment une lutte contre le fétichisme de la marchandise ? On est Mais tu crois quoi ? Tu crois que les gilets jaunes ils luttaient contre le fétichisme de la marchandise ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Oui, t'as des mecs, ils vont aller dans des magasins, ils vont prendre des portables et tout. Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je veux dire, tu protèges les boutiques maintenant, c'est ça les communistes ? Oh là là. Très largement en droit d'en douter. En fait, il y a très clairement une volonté prédatrice dont, une fois encore, d'ailleurs, la classe capitaliste se contrefout puisque ce sont les producteurs qui vont payer les pots cassés et certainement pas eux. Donc ce discours qui vise à rapprocher les gilets jaunes et les... Ce discours qui vise à dire que c'est pas du tout des producteurs, les gens qui étaient dans les rues, voilà, tu sais ce que j'en pense. Hein. Mais quand on voit les condamnations, il y a plein de gens qui avaient un travail, qui n'avaient pas de casier judiciaire, c'est même la majorité en fait. Ces moquets relèvent de l'imaginaire, de la confusion et d'une paresse intellectuelle que nous entendons clairement démystifier ici. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont un petit peu sérieux, et je mets à l'écart ici encore une fois les gauchistes qui sont des libéraux, mais tous ceux qui sont des lecteurs familiers de Marx, de Jaurès, de Kluskar, eh bien savent que ces auteurs ont mis à mal la question justement de la racaille, du lumpenprolétariat, parce que... Attends, de Kluskar ? Attends, j'ai gardé ça, je sais pas que tu parlais de ça ici. Il y a un fil qui a fait Tanguy Lacroix, justement sur Kluskar qui atomise les gens un peu comme toi. Ça peut être intéressant. C'est Tanguy Lacroix qui met... Puisque l'Institut Homme Paypal se revendique de Kluskar, je pense que la meilleure réponse à leur faire est de leur envoyer des extraits des textes de Kluskar. Dans Le capitalisme de la séduction, Kluskar analyse les émeutes urbaines régulières comme des mouvements issus de la frustration de ceux qui ne profitent pas du capitalisme et qu'elles sont nécessaires au système pour organiser un défoulement. Voilà, donc il met les sources. Il y en a une que j'ai trouvée extrêmement intéressante où il parle un peu de toi là. Loïc, il dit, Kluskar, il dit, et nous le verrons au niveau politique. Attendez.
Mais comment pourrait-il échapper à la pression des médias ? La violence est le geste et l'image qu'il suffit de ramasser dans la boue idéologique pour croire enfin être quelqu'un ou quelque chose. Dérision des dérisions, la violence, le geste même de l'impuissance mondaine devient son dernier signe. Cette subversion est le meilleur garant du nouvel ordre intérieur. Et nous le verrons, au niveau politique, la violence permet de mobiliser les classes moyennes traditionnalistes face à la montée de la violence pour un fascisme quotidien. Donc c'est marrant parce que Kluskar, il parlait de fascisme quotidien pour les classes moyennes traditionnalistes qui se mobilisent face à la montée de la violence. Mais qui se mobilise aujourd'hui face à la montée de la violence au nom des classes moyennes traditionnalistes Ce serait pas Loïc Chéniaud par hasard ? Mais c'est étonnant quand même que Kluskar utilise le terme de fascisme quotidien, du coup. C'est bizarre. Hein. Cet extrait peut tout autant être opposé aux gauchistes qui fantassent ces émeutes comme étant un mouvement révolutionnaire sans n'y mettre jamais un seul pied, bien sûr, qu'aux gens d'extrême droite et de l'Institut Mpépal qui voient principalement un conflit ethnique. Pour Loïc Chéniaud, qui disait que dans les banlieues, que les banlieues ont tout et les campagnes n'ont rien, nous rappellerons que dans néofascisme et idéologie du désir, Kluskar n'opposait ni les banlieues, ni les campagnes, ni les travailleurs immigrés, ni les Français, bien au contraire. Les limites donc là c'est du Kluskar, il dit les limites de l'accession du prolétariat aux biens d'équipement. Faut-il encore souligner les limites de l'accession même aux biens d'équipement ? Citons d'abord les travailleurs étrangers qui n'y ont pas le droit. Le sous-développement des campagnes, le manque d'équipement élémentaire des ménages, le sous-entretien du réseau routier, les scandaleux sous-développement des hôpitaux, écoles et stades. Dans La Bête sauvage, il explique que c'est le capitalisme qui amène la guerre civile chez les pauvres. Donc là, il dit ce sera une migration massive du paysan à la ville, de la petite ville vers la grande ville, de la grande ville de l'ouvrier vers les banlieues. Migration qui doit se compléter de la migration du travailleur étranger. C'est tout un processus de désertification des campagnes et d'urbanisation sauvage des déracinés, entre parenthèses, les HLM. Nous avons montré aussi la deuxième étape de ce déplacement de population, l'affrontement qui naît de la promiscuité des cités ouvrières entre le sous-prolétariat et le prolétariat, entre le travailleur immigré de l'intérieur et celui de l'extérieur, entre le chômeur et le travailleur. Le néo-capitalisme a pu instaurer la guerre civile chez les pauvres. Donc Kluskar a dit que c'est le capitalisme qui a instauré la guerre civile entre le travailleur immigré et le prolétariat. Pas le prolétariat, entre le travailleur immigré de l'intérieur et celui de l'extérieur. Quelle dérision et quelle chute de la vieille France, de la culture populaire radicalement coupée de sa tradition et de ses assises et de son âme. Plus loin dans ce même livre, il explique la montée progressive du racisme en France par des facteurs économiques et critique clairement les démagogues qui soufflent sur les braises des conflits identitaires. Il considère qu'ils vont dans le sens de la mise en concurrence. Oh bah c'est étonnant en fait, comme tous les marxistes, Kluskar il considère que aller dans le sens des racistes, bah, c'est justement faire le jeu du capitalisme. C'est bizarre, hein. Donc là, il parle de l'immigration. Il dit l'immigration massive est un effet de structure qui ne fait que ratifier le processus néocolonial. Donc il parle du processus néocolonial de la production, du capitalisme monopolistique d'État, des multinationales et de l'impérialisme. La stratégie social-démocrate a exploité cette situation pour essayer de casser l'unité de la classe ouvrière pour chercher à l'intégrer dans un solidarisme nationaliste poujado-coluchien. J'adore les néologismes de Kluskar. Donc voilà, il est en train de dire qu'en gros, les gens qui commencent à dire oui mais non mais c'est notre France à nous contre l'immigration massive, et ben c'est une stratégie pour casser l'unité de la classe ouvrière en fait, bah, comme la majorité des marxistes. L'immigration massive a permis de renforcer les clivages entre le manutentionnaire et l'ouvrier spécialisé, et entre l'ouvrier spécialisé et l'OP, c'est quoi? C'est l'ouvrier... Qu'est-ce que c'est comme... L'ouvrier agricole a été concurrencé par une nouvelle main-d'œuvre pendant longtemps non déclarée, et entre l'ouvrier spécialisé et l'ouvrier qualifié. L'ouvrier agricole a été concurrencé par une nouvelle main-d'œuvre pendant longtemps non déclarée. À la ville, les nouveaux travaux subalternes de l'entretien, de l'équipement, de même que ceux des services traditionnels, hôtellerie, sont occupés par des travailleurs immigrés. À la base de la technicité productive, la fonction de l'ouvrier spécialisé tend à s'identifier à celle de l'immigré. C'est le fondement objectif du racisme, la mise en concurrence pour l'emploi, pour la survie, du pauvre, du déshérité d'origine française et d'origine étrangère. C'est tout le temps, je croyais qu'il te donnait raison, Kluskar, Loïc.
C'est quand même bizarre, hein. J'ai l'impression qu'il est pas raciste, lui. Les conditions subjectives du racisme sont proposées par une autre condition objective, la promiscuité du HLM, la dispute pour l'espace vital familial, le choc des deux prolétariats figés en des coutumes habitudes devenues nécessaires à la survie. Ainsi, le système cherche à imposer à la classe ouvrière une ségrégation raciale qui serait une division de classe radicale dans le travail et en dehors du travail, entre le manœuvre et l'ouvrier technicien, entre l'ouvrier spécialisé et l'ouvrier qualifié, et entre leurs familles et dans leur famille. Oh, bah comme c'est bizarre, il est pas raciste en fait. Dans les dégâts de la pratique libérale libertaire, je sais pas, c'est pas plutôt les dégâts. Ah oui, c'est que ça s'est renommé comme ça, ok. Dans les dégâts de la pratique libérale libertaire, Kluskar critique plus durement ceux qui professent des discours pointant du doigt les immigrés pour les problèmes économiques et sociaux et inverse les causes et conséquences détournant les yeux du capitalisme. Donc c'est la thèse numéro 63 de l'ouvrage. Il dit « Le renversement stratégique de ces résistances, il va consister tout d'abord à faire des acquis du capitalisme monopolistique d'État, de l'ascendance, les fondements mêmes de la revendication révolutionnaire. Il faut aussi montrer que la crise n'est que l'effet de l'ascendance, sa conséquence fatale, relation d'ordre mécanique de la cause et de l'effet. Le meilleur exemple, le travailleur immigré. Il serait à l'origine du chômage et de l'insécurité. La cause majeure des deux effets de la crise. Il faut inverser les propositions de ce terrorisme idéologique, c'est le capitalisme monopolistique d'État qui est responsable de la situation actuelle. » Ah bah c'est marrant, lui il pointe du doigt le capitalisme dans l'insécurité et le chômage, il pointe pas du doigt le travailleur immigré en fait. N'est-il pas allé sur les traces des négriers, rafler la main-d'œuvre la plus misérable et la moins qualifiée pour lui imposer les plus bas salaires et un travail abrutissant à la chaîne? N'a-t-il pas installé cette population déplacée dans la plus sordide misère, celle des ghettos et de l'urbanisation pour sous-développer? N'a-t-il pas soumis les enfants aux plus implacables échecs scolaires? Et maintenant, ne jette-t-il pas ceux qui ont fait sa fortune, qu'il a exploité au maximum au nom de la crise, de la modernisation et de la flexibilité? C'est bien le capitalisme monopolistique d'État de l'ascendance qui a créé les conditions objectives d'une situation qu'il manipule cyniquement au moment de la dégénérescence. Enfin, il faut répondre aux leçons des belles âmes solidaristes par le simple constat de l'évidence, la société duale et les nouveaux pauvres. Que peut l'aumônerie nationale animée par la culture du showbiz exaltée par les médias face à des déterminations devenues structurelles de la société française? Donc bon, on n'a toujours pas de racisme chez Kluskar, plutôt de l'antiracisme. Il va aussi dans ce sens dans refondation progressiste. Ultime opération du post-colonialisme. 7 immigrants renvoient des devises au pays d'origine. Les potentats locaux, après s'être débarrassés des forces vives et potentiellement révolutionnaires, empêchent le fruit du travail étranger. C'est l'impossible développement des pays en voie de développement. Tels sont les moments essentiels de la stratégie capitaliste, l'odyssée de l'immigrant avec en prime bien installé dans la demeure un conflit de génération pour occuper les longues journées du chômage. Bien sûr, il peut y avoir des variantes avec la flexibilité et la mondialisation. Une guerre civile invisible. La vie quotidienne s'est soumise à ce conditionnement. L'immigrant est vite repéré, montré du doigt, ennemi invisible à la tête bien connue, un faciès, la tête du passage à l'acte, au délit. Ah bah il n'utilise pas les termes bédouins, Kluskar, c'est bizarre, hein. Sous l'immigré, l'arabe, et sous l'arabe, le délinquant. Ainsi se constitue la plus grande fracture sociale qui soit possible, toute une guerre symbolique et fantasmatique. Derrière la coexistence communautaire, une guerre civile invisible, du coin, du métro, de rue, du comptoir. Elle se camoufle dans le terme lui-même qui la désigne, la violence. Comme si c'était la même chose, une bouffée à la récré et une bombe... comme si c'était la même chose, une bouffe à la récré et une bombe atomique sur Hiroshima. Le prétendu concept indique une telle extension qu'il n'a plus de consistance en compréhension. Le terme générique doit rester dans le vague pour que le fantasmatique le pénètre et s'en serve. Cette guerre sans trêve dans le tissu quotidien de positions, d'escarmouches, de constants rappels à l'ordre est devenue constitutive de l'identité communautaire et de ses frontières invisibles. Ouais, c'est marrant parce que même en gros là il est en train de minimiser la violence que peuvent avoir les immigrés en disant comme si c'était la même chose, une bouffe à la récré et une bombe atomique sur Hiroshima. Donc voilà, donc il est pas dans la peur de il est pas dans la peur des bédouins, j'ai l'impression.
Un populiste peut en cacher un autre. L'engendrement réciproque du permissif et du répressif. Le couple infernal, ça c'est intéressant. Bon, ça n'a pas forcément à voir avec ce dont on parle là, mais ça a à voir avec le fait que Loïc, aujourd'hui, son grand jeu, c'est taper sur la NUPES, alors que Kluskar, justement, ce qu'il disait, c'est que le libéralisme libertaire mènera au néofascisme, et que c'est un peu ça qui est problématique, quoi. Et là, il dit, en gros, il parle de Cohn-Bendit, et il parle après de la montée de Le Pen. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, Loïc, il est en train de faire le jeu de la montée de Le Pen, alors que Cohn-Bendit n'existe plus. Cohn-Bendit, il est devenu ridicule, quoi. Bon, il est devenu macroniste, lui, mais il est plus... il va devenir libéral autoritaire, mais il n'est plus dans le truc, il est plus mis en avant, on va dire, comme étant une force vive de gauche, quoi. Il est discrédité à gauche totalement, quoi. Est-ce la faute à Cohn-Bendit d'avoir engendré Le Pen, ou est-ce celui-ci qui a relancé Cohn-Bendit? 20 débats, il suffit de reconnaître leur engendrement réciproque, celui du permissif et du répressif, celui du couple infernal. Engendrement réciproque des populistes, parce que si Le Pen en est un, Cohn-Bendit en est un autre. N'est-ce pas le même référentiel, les mêmes composantes, leader charismatique, spontanéiste de masse, rejet des partis et des syndicats, absence de programme politique, thème incantatoire uniquement revendicatif. Moi j'aime bien quand il y a une petite baffe à Cohn-Bendit et qu'on l'associe aussi à la montée de Le Pen. En bonus, je vous laisse un extrait de Néofascisme et idéologie du désir qu'il est impossible de résumer en un seul tweet. Alors est-ce qu'il est possible de le lire? Parce que des fois c'est un peu compliqué à lire ces trucs-là. Il y a passage du sauvage au barbare, par extension quantitative, comme il y a annexion du sauvage par le barbare. Cette inversion de la relation est l'identité structurale du même modèle de production. Dans les deux cas, c'est l'État qui, par sa toute-puissance, assure la continuité. Mais alors que chez le sauvage, il est l'immanence. Chez le barbare apparaît le dédoublement en état et appareil d'état, embryon de la dialectique de la liberté que la production des forces productives pourra accomplir. Je suis pas sûr que ce soit facile à comprendre en podcast, ça, et en vidéo. Ça c'est Kluskar, c'est pas évident à lire. Si on doit expliquer chaque phrase, ça va être relou. Et moi de conclure, Kluskar était pro-bédouin, voilà tout. Donc oui, j'aimerais bien savoir, Loïc, est-ce que Kluskar faisait le jeu des bédouins? J'ai envie que tu nous dises, hein. Donc on va pouvoir continuer maintenant ta vidéo. Qui sont des libéraux, mais tous ceux qui sont des lecteurs familiers de Marx, de Jaurès, de Kluskar, eh bien savent. Voilà, tous ceux qui sont habitués à lire Kluskar, hein, voilà, hein, c'est écrit dans son livre. Hein. Que ces auteurs ont mis à mal la question justement de la racaille, du lumpenprolétariat. Voilà, il a mis à mal la question de la racaille et du lumpenprolétariat. Il disait pas du tout qu'en gros c'était faire le jeu du capitalisme que d'opposer travailleurs immigrés et puis travailleurs de souche entre guillemets, et que c'était faire le jeu d'un fascisme du quotidien. C'était pas du tout ça. Hein. Parce qu'ils savaient très bien que finalement, les premiers à pâtir justement de ces pillards, c'était les classes populaires et qu'ils en étaient les victimes. On pourrait rappeler de nombreux passages, et notamment le passage justement de Marx et d'Engels dans la social-démocratie allemande, où ils expliquent bien que le lumpenprolétariat, cette lie d'individus déchus, je cite, de toutes les classes, à son quartier général. D'ailleurs, tu m'as pas répondu sur le lumpenprolétariat, Loïc, hein. J'ai fait une longue vidéo sur ma chaîne principale sur toi, ce serait bien quand même que tu y répondes à un moment, parce que... Tu continues d'utiliser ce terme alors que je t'ai montré avec les auteurs que tu utilises que ça n'avait pas trop de sens. Bref, y avait Gitarix qui dit que Kluskar était un butin de guerre d'Ouria Boutelja. Bah oui, c'est ça, exactement. En fait, c'était un butin de guerre lui aussi. C'était un dhimmi, Kluskar. Général dans les grandes villes et de tous les alliés possibles le pire. Cette racaille est parfaitement vénale et tout à fait importune. Lorsque les ouvriers français... Mais quand il parle de lumpenprolétariat, Marx et Engels, il parle quand même aussi des policiers, hein, alors que tu sembles dire que nous, l'État, ouais, y a pas assez de pouvoir, je sais pas quoi... et portèrent sur les maisons pendant les révolutions l'inscription mort aux voleurs et qu'ils en fusillèrent même certains, ce n'était certes pas par enthousiasme pour la propriété, mais bien avec la conscience qu'il fallait avant tout se débarrasser de cette engeance. Le propre de ces couches, très clairement, de ces pillards, de ces racailles, c'est leur indétermination en fait. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une couche générale de la population qui vit de manière dissolue, sans repère, et cette dissolution, justement, cette vie au jour le jour, sans but conscient en réalité, cette errance produit des comportements qui sont clairement antisociaux et le plus souvent désormais archaïques, c'est-à-dire qui relèvent de la tribu, et donc à ce titre-là... Oh là 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 là, c'est la purge, hein. Mais en vrai...
il y a beaucoup de gens qui ont connu Loïc Chéniaud parce qu'il critiquait Michel Onfray, mais il a une trajectoire à la Michel Onfray en fait. C'est petit prof marxiste qui donne des cours de marxisme payants et qui va au fur et à mesure aller flirter avec l'extrême droite et puis finir par pour une souveraineté intégrale, la nation contre les bédouins. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Ils peuvent très largement être instrumentalisés. Donc ici confondre émeutiers et gilets jaunes n'a absolument aucun sens d'après moi. Très bien, merci Loïc. Par ailleurs, et pour continuer en fait dans cette logique de distinction, comme il ne faut pas confondre les gilets jaunes et les émeutiers, on peut aussi opérer une autre distinction sur laquelle tu souhaitais revenir, celle qui est présente entre les pillards et les populations des quartiers populaires de banlieue. Eh bien oui, parce que encore une fois, ces émeutiers, en réalité, ils se constituent en bandes, sous des formes désormais qui sont aussi celles de la tribu archaïque, ethnique, ethnico-religieuse parfois, dans le but... Pourquoi il y a autant de cuts? On croirait du Alan Food Challenge. Ouais, c'est des tribus archaïques. Okay. Justement, d'affronter des territoires, de les maintenir, de les occuper. C'est des choses que l'on voit d'ailleurs en permanence depuis plusieurs années. Ce que j'aime pas avec ce terme de lumpen, des trucs de racaille et tout, c'est que pourquoi on parle pas de mafia? Je veux dire, qu'il y ait des trucs mafieux, des dealers et tout, avec des réseaux de drogue dans les quartiers, c'est une réalité. Mais là, dire bédouins, dans l'article, oui, les bédouins sont racialement différents, ils s'opposent aux gilets jaunes sédentaires et tout. Enfin, il y a quand même un amalgame dans ce truc-là, faut arrêter les conneries. Ouais, si on parle de mafia de la drogue et tout, oui, on peut en parler, ce sera beaucoup plus intéressant que de commencer à faire des grandes généralités sur la racaille. Et indépendamment même des émeutes que nous sommes en train de subir sur le territoire actuellement. Donc il y a une logique territoriale qui va de pair avec la logique de bande. Et tout cela correspond à l'idée d'intégration au capitalisme par le pillage, le rackettage, l'économie parallèle. En réalité, la bande, elle se caractérise par la violence. Or, la gauche bobo nous explique, à tort, que cela est le produit de la misère, ce qui est un sophisme hasardeux dont nous avions d'ailleurs déjà parlé dans le précédent podcast. Alors, voilà, c'est toujours Chéniaud, quand on veut comprendre des trucs avec lui, il va nous dire oui, non, mais en fait, on a déjà parlé, vous inquiétez pas. Il y a quand même un rapport avec la précarité et ce qui se passe actuellement, le fait qu'il n'y ait aucun débouché politique, avec le racisme aussi, voilà, il y a des grandes structures qui permettent de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, étonnamment, c'est pas dans les beaux quartiers que ça se passe quand même, donc pourquoi tu nous dis ouais, ça n'a aucun rapport avec la misère En réalité, c'est le produit de toute une idéologie américaine de destruction des valeurs, du contrat social. Pourquoi d'idéologie américaine de destruction des valeurs? Mais oh là là, c'est une purge, hein. C'est une purge. Du pacte républicain, la violence pour la violence et l'effet de bande qui s'insère parfaitement. Mais c'est pas les mecs de banlieue qui détruisent le pacte républicain, c'est qu'ils n'y sont pas intégrés. C'est l'inverse en fait, c'est justement ce que disait Kluskar. Il disait oui, on veut nous dire que le travailleur immigré est à l'origine de l'insécurité et du chômage, alors que c'est l'inverse, c'est le capitalisme monopolistique d'État à l'époque de Kluskar qui est à l'origine du chômage et de l'insécurité et qui fait porter le chapeau aux travailleurs immigrés. Là, tu peux pas dire oui, en fait, ils sont contre le pacte républicain. Non, c'est parce qu'il n'y a plus de pacte républicain, parce qu'ils n'ont jamais été à part égale des citoyens de la République française, et qu'ils sont de moins en moins et de plus en plus écartés, que les mecs se retournent contre ça. C'est pas les mecs qui font des rodéos dans les banlieues qui ont cassé le pacte républicain. Faut arrêter les conneries. Dans la logique capitaliste. D'ailleurs, pour preuve qu'il ne s'agit pas là de l'effet justement de la misère simplement et d'un réductionnisme économique un peu bête et méchant. Dans l'après-guerre. Personne te dit que c'est simplement la misère, mais ça fait largement partie de tout ça. Après, oui, il y a aussi du racisme, des discriminations de ce type-là. Dans une période de redressement économique, eh bien, nous avons vu justement l'instauration de ces bandes nouvelles, de tout genre d'ailleurs et de toute ethnie à ce moment-là, qui n'avaient absolument rien à voir avec la misère. Donc, expliquer ce phénomène de bande, qui est un phénomène anthropologique et culturel. Je ne sais pas de quoi il parle. Dans l'après-guerre, il y avait des bandes et ça n'avait rien à voir avec la misère. D'accord.
profond en réalité et qui s'inscrit parfaitement dans les rouages du capitalisme, simplement à partir d'un principe qui serait celui de la misère qui engendrerait alors ces systématiques de bandes, est absolument un non-sens. Toutefois, il faut signaler qu'en effet la disposition des banlieues, pour des raisons géographiques, crée un élan supplémentaire bien sûr, qui peut entraîner le pillage là où ce n'est pas possible dans des zones désertifiées. C'est la raison pour laquelle il n'a pas vocation à être comparé. Mais là encore, 90% des personnes vivant dans ces banlieues ne pillent pas. Donc cette donnée est là encore totalement insuffisante. De ce fait, si les bandes ne sont pas intégrées... 90% des gens des banlieues ne pillent pas. Bah ouais, mais c'est comme, tu sais, quand t'as un mouvement social, Loïc, je veux dire, il n'y avait pas 90% des gens des campagnes qui faisaient des gilets jaunes, hein, tu crois quoi? Bah il y a plein de gens qui restent chez eux parce qu'ils ont la flemme, parce qu'ils ont peur, parce que plein de choses en fait. C'est pas pour autant que c'est pas... ils sont pas... En fait, les gens qui restent chez eux pendant les gilets jaunes et qui sont exactement de la même classe sociale, exactement des mêmes endroits que les autres gilets jaunes, bah, c'est pas pour autant qu'ils vivent pas la même domination. C'est des gens qui sont pauvres aussi, c'est des gens qui sont relégués, sans non plus de pouvoir politique en France, ils se sentent pas représentés, mais ils sortent pas forcément en fait. Enfin, d'où toi tu dis oui, comme il y a 90% des gens qui restent chez eux, ça veut dire que c'est un truc annexe et que c'est pas la misère. Enfin... C'est d'abord parce qu'elles n'ont aucun désir de l'être. Elles sont déjà parfaitement intégrées à la violence constante induite par le capitalisme et ses mutations, et qui s'inscrivent en faux, là encore, contre la République sociale. Et donc, La République sociale, mais tu crois qu'elle existe, cette République sociale? Le mec qui parle... Putain, on croirait un... On croirait que le mec, on est du temps de Jaurès. Puis Jaurès, la République sociale n'existait pas plus, tu me diras. Mais Jaurès en parlait tout le temps de la République sociale. Mais non, mais c'est ridicule. La République sociale, ces gens-là, tu crois qu'ils en ont eu quoi? S'ils se retournent contre la République, c'est justement parce qu'ils sont pas intégrés au pacte républicain, parce que ces quartiers-là, c'est les quartiers où il y a les pires hôpitaux, les pires écoles, où il y a de la promiscuité, où il n'y a pas de boulot. C'est pour ça qu'ils se retournent. Ont un seul objectif, la thune, le pillage, dans un système d'échange unique et violent, c'est faire du bise, sur un modèle anthropologique archaïque et unique, c'est-à-dire Non mais c'est devenu un sous-Soral ce mec, hein. Sincèrement, j'ai beaucoup plus de respect pour Soral que pour Louis Chéniaud, hein. Parce que Soral au moins il était premier sur son truc, quoi. Là, Loïc Chéniaud, je suis désolé, c'est du sous-Soral avec des trucs sur les bédouins pas clairs dans une période de néofascisation du pays, et en plus de ça, tout le monde s'en fout par rapport à Soral. Il y a que moi qui m'intéresse à Loïc Chéniaud. L'instauration d'un rapport de force quasi animalier, dont le contrat social. Quoi, quasi animalier? Non mais mec, mais t'es vraiment... Mec. Échange unique et violent, c'est faire du bise sur un modèle anthropologique archaïque et unique, c'est-à-dire l'instauration d'un rapport de force quasi animalier dont le contrat social cherche justement à nous sortir. Mais c'est parce qu'ils sont pas dans le contrat social que c'est comme ça, espèce de débile. Enfin, je suis désolé là. Rapport de force quasi animalier, non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce mec, mais c'est une putain de honte, hein. Vraiment, mais c'est vraiment honteux, hein. Pour imposer une loi commune à tous. Et finalement, l'absence d'intégration de ces bandes n'est donc absolument pas le résultat d'une déficience de la part de la République, mais l'exact inverse. Quoi? C'est pas à cause d'une déficience de la République, mais c'est l'inverse. Mais t'es matrixé, mec, mais t'es complètement... Tu crois quoi? Tu crois comme ça, hop, d'un coup il y a eu des bandes, et elles sont venues casser la République, quoi. Y a pas y a pas tout un tas de causes et de conditionnements qui font que ces bandes apparaissent, en fait. Non, il y a des bandes comme ça, mais... Alors à ce moment-là, il va falloir nous expliquer, c'est quoi? C'est génétique? C'est l'immigration en soi qui crée des bandes de pillards? Explique-nous, en fait. Pourquoi est-ce que c'est pas à cause de la misère, du pacte républicain qui est brisé et du racisme que c'est comme ça? Pourquoi c'est l'inverse? Celle-ci venant s'opposer à ses fondamentaux anthropologiques. C'est-à-dire, quand je dis n'est pas une déficience de la part de la République, ce que j'entends par là, c'est que ce n'est pas un manque d'institutions publiques, de services publics, etc., d'écoles ou que sais-je. Au contraire, c'est l'exact inverse. Mais non, mais mec, mais t'es matrixé. Mais je sais même pas quoi dire, quoi. Je sais même pas quoi dire. Évidemment que c'est un manque d'intégration dans la République française qui fait que c'est comme ça aujourd'hui. Tu crois quoi? Tu crois que le mec il pense qu'il y a des bandes comme ça qui sont venues, elles sont formées, on sait pas comment, et puis elles sont venues casser la République, quoi. Enfin...
fondamentaux sur lesquels se constitue la bande, et qui plus est la bande ethnique archaïque, s'inscrit en faux vis-à-vis de ces institutions-là. Et donc, nous ne Et confondons pourquoi est-ce qu'elles s'inscrivent en faux contre la République, ces bandes archaïques, ethniques, je sais pas quoi? donc pas ces bandes, élargies justement dans une systématique un peu floue par l'intermédiaire des réseaux sociaux, notamment de Snapchat, de TikTok, etc., qui font qu'effectivement ces bandes sont un peu à la fois dans le cercle de la bande et un peu en dehors, a tendance à s'élargir dans des limites un peu floues. Et nous ne confondons donc pas ces bandes avec l'ensemble de la population des banlieues, qu'ils soient noirs ou arabes. Là n'est pas de notre propos en réalité. Là, Voilà, il est pas raciste, hein. Il est pas raciste du tout. Il utilise le terme de bédouin, racialement différent, je sais pas quoi, mais non, c'est pas, t'inquiète. Encore une fois, c'est un réductionnisme gauchiste. Et donc nous ne les confondons pas avec les populations des banlieues qui subissent en premier lieu ces déboires. C'est d'abord pour eux et dans leur intérêt, dans la majorité de cette population, que la République doit être restaurée. Si convergence alors... La République doit être restaurée. Non mais attendez, on parle de la 5e République, qui est une république fondée par le général de Gaulle pendant un putsch, qui est devenu ultra autoritaire, qui a brisé le mouvement social, qui a brisé le mouvement des Gilets jaunes, et ils nous disent oui, voilà, il faut que la République soit restaurée. Non mais et c'est dans l'intérêt des travailleurs des banlieues, quoi. Non mais le mec est matrixé. Le gars est matrixé. Et en plus, on voit très bien que les banlieues, au final, c'est pas mal, mais elles votent énormément pour Jean-Luc Mélenchon. Ce qui veut peut-être dire que quand lui dit oui, la NUP, c'est tout, voilà, c'est pas bien, c'est contre les travailleurs des banlieues, ben oui, ben non, en fait. Enfin, je veux dire, les travailleurs des banlieues, c'est pas ce qu'ils demandent. Hein. Ils demandent pas à ce qu'on reconstitue la République à coup de police. Hein. Il doit y avoir, avec tous les Français soucieux de constituer l'unité nationale... L'unité nationale. Ce serait bien que tu fondes le parti de l'unité nationale. Hein, voilà, qui lutte contre le grand capital apatride, les bédouins et les néoclères bobos. Où qu'ils viennent. Malheureusement, le pouvoir de ces racailles et de la mafia en banlieue a coupé tout lien des prolos de banlieue avec la communauté. Et pourquoi il y a eu autant de cuts ? Communauté nationale, ce qui les enferme dans leurs archaïsmes ethniques, religieux et culturels passés, si vantés par la gauche bourgeoise depuis au moins SOS Racisme et tous les discours J'ai rien compris. avec la communauté nationale, ce qui les enferme dans leurs archaïsmes ethniques, religieux et culturels passés, si vantés par la gauche bourgeoise depuis au moins SOS Racisme. Leurs archaïques, religieux, ethniques. Ça veut dire quoi un archaïsme ethnique passé ? Et tous les discours écologiques qu'on peut entendre aujourd'hui dans la sphère politique, du côté d'Europe Écologie Les Verts par exemple, de LFI, des indigénistes, etc. Donc non, les émeutiers ne sont pas les travailleurs de... Mais quel rapport entre les indigénistes et Europe Écologie Les Verts ? Enfin... Oh non, mais faites des vraies critiques, on comprend rien là, c'est une espèce d'homme de paille de porc. Quel rapport entre Sandrine Rousseau, Wissam et les bédouins là ? Banlieue, bien évidemment. Merci Loïc, je vais faire un petit résumé pour nos contradicteurs gauchistes les plus stupides. On a bien Voilà, il parle de moi là. Hein. vu d'abord qu'il y avait une distinction à faire entre les gilets jaunes, qui sont majoritairement, ça a déjà été traité, les travailleurs du périurbain, employés, ouvriers, petits patrons. Une distinction à faire entre eux et les émeutiers, et une distinction à faire entre les travailleurs des banlieues populaires, qui n'ont rien à voir ou qui sont détachés des émeutiers et qui même, on va dire, sont dans un rapport de conflit quant à la question du contrôle de l'espace. Ces distinctions sont très importantes, on les précise pour nos contradicteurs de mauvaise foi ou d'une grande stupidité. Voilà, c'est d'une grande stupidité de comprendre que les bédouins, en fait, ça veut dire arabe. Ça, ce serait vraiment très stupide de penser qu'ils parlent des arabes quand ils parlent des bédouins. Hein. D'ailleurs, le terme bédouin, il n'est pas du tout situé dans l'histoire. Hein. Il n'est pas du tout situé au niveau arabe, en fait, hein, non. Donc on est bien loin, en tout cas, à travers ces émeutiers, des groupes sociaux historiquement révolutionnaires. Il faut insister là-dessus. Ça me permet d'arriver à ma troisième et dernière question. On voit dans les groupes gauchistes un appel à la convergence des luttes. Voilà, il y aurait l'idée de profiter d'un terreau chaotique pour entreprendre des manifestations de lutte contre le pouvoir et peut-être d'établir le communisme sur cette base. Est-ce que pour toi c'est quelque chose de... Mais personne ne va te dire qu'on va établir le communisme là sur la base des révoltes de Nanterre. Hein. Je veux dire, j'ai personne dire ça. Hein. Par contre, avoir besoin d'une convergence des luttes, avoir besoin d'unité dans les luttes pour trouver un débouché politique commun face à la néofascisation dont vous faites partie,
Oui, c'est important parce que, je veux dire, mettez-vous à ma place. Moi, je suis communiste. Je vois qu'il y a des gens qui se prétendent communistes et qui tiennent le même discours que Conversano. Donc, au bout d'un moment, je me dis, ça pue du cul, en fait, en ce moment. Il y a une énorme alliance qui va des néo-Doriot, en passant par Macron, en passant par Zemmour, en passant par tout ça, en fait, qui est pour aller matraquer dans les banlieues et rétablir l'ordre et rétablir la République, comme tu dis, ou je sais pas quoi. Donc je me dis, oui, il faudrait qu'en fait les forces progressistes, les écolos, les féministes, les antiracistes, les communistes, tout ce que tu veux, en fait, se mettent ensemble pour proposer un débouché commun, parce que sinon on va tous y passer, en fait, nous, les forces humanistes et de progrès, quoi. Voilà, c'est ça, en fait, c'est juste ça, la nécessité de convergence des luttes. Alors personne te dit qu'on va établir, là, il n'y a pas un grand soir comme ça, qui va se faire comme ça à Nanterre, où d'un coup on prend le pouvoir et la France devient communiste. C'est-à-dire, c'est pas ça le truc. De réaliste, ou est-ce qu'on a encore affaire à un délire gauchiste habituel? Alors, au-delà même du délire, en tout cas, on a bien affaire ici à une logique totalement idéaliste au sens philosophique. J'adore. Ils inventent en fait un truc que personne ne dit, hein. Personne ne pense que c'est des révolutionnaires qui vont établir le communisme, les mecs. Et du coup après ils disent voilà, donc c'est un délire et moi je suis dans le réel. Fille du terme, c'est-à-dire qu'ils ne tiennent absolument pas compte du réel et qui s'imaginent des grands soirs romantiques qui en réalité n'ont rien à voir avec ce qui est en train de se produire. Et d'abord je dirais qu'il ne faut pas confondre une volonté extérieure d'addition ou de juxtaposition des luttes avec une possible convergence des luttes. Ces dites luttes n'ont ni les mêmes raisons d'être, ni les mêmes objectifs, ni les mêmes moyens. Je parle ici bien sûr des luttes sociales d'un côté et des émeutes prédatrices de l'autre, qui ne sont par définition... Des émeutes prédatrices. Alors, après, je peux comprendre, hein, quand on est un petit bourgeois un peu fragile, oui, on peut avoir peur en fait. Je peux comprendre qu'on ait peur en fait. Il y a des gens comme ça qui n'ont peut-être pas intérêt en fait à des luttes sociales en France. C'est-à-dire le petit bourgeois blanc, boutiquier, il a peut-être pas intérêt en fait à tout ça. Peut-être qu'il devrait se mettre à travailler par exemple si le mode de production changeait. Donc forcément ça crée des résistances en fait. Moi je comprends tout ça, mais voilà, je trouve que c'est réactionnaire. Sont d'ailleurs pas tout à fait des luttes, en tout cas pas dans le sens dans lequel on peut l'entendre dans le terme convergence des luttes. Et donc les premières, les luttes sociales qu'on a pu voir avec les gilets jaunes, les luttes contre la contre-réforme des retraites, etc., cherchent à poursuivre l'État-nation, à prolonger les conquêtes sociales. Non, attends. Je vois pas en quoi la lutte pour la réforme des retraites et la lutte des gilets jaunes était une lutte pour poursuivre l'État-nation. Je veux dire, c'est pas du tout un truc... c'est pas du tout un truc évident ce que t'es en train de nous dire. Il n'y avait pas de rapport avec l'État-nation. Non, c'était des luttes sociales pour obtenir des avancées sociales. C'est pas des luttes c'est pas des luttes nationalistes ou je sais pas quoi. Et à rétablir les services publics quand les secondes, ces émeutes, se présentent comme un instrument supplémentaire de déstabilisation de ces instances institutionnelles. Pire, ils visent prioritairement, justement, ces émeutes, les services publics et les... Mais les émeutes, elles sont pas contre les services publics. C'est parce qu'elles ont brûlé des bâtiments publics, évidemment, donc mais c'est pas des émeutes contre les services publics, c'est tout à fait aberrant de dire ça. Les mecs, ils sont pas contre les services publics, c'est parce que les services publics aussi marchent de moins en moins bien, qu'il y a peut-être une détestation de certains services publics, et encore une fois, moi je suis pas pour ça, je suis pas pour qu'on brûle les services publics en France, c'est pas le problème, mais dire que les émeutes, elles avaient pour but d'aller contre les services publics alors que les gilets jaunes étaient pour, c'est comme si on disait, oui, les gilets jaunes, ils étaient contre les monuments parce qu'ils sont allés faire de la merde dans l'Arc de Triomphe. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça, c'était pas... Les outils de production, ce que nous n'avions pas manqué de signaler dans notre premier entretien sur ces questions-là. Les luttes sociales, quant à elles, de tous ordres, que ce soit côté des gilets jaunes ou les manifestations nombreuses qu'on a pu voir ces derniers mois, ces dernières années et jusqu'à récemment, n'avaient pas pour but la destruction de l'État, mais son accomplissement, c'est-à-dire le passage d'un État qui est aux mains du capital, le propre du néolibéralisme, vers une reprise en main de la souveraineté nationale et populaire, étendue jusqu'à l'outil de travail. Ce pourquoi nous luttons, et je suis désolé, c'est un peu de la branlette de nous expliquer que les gilets jaunes, c'était un truc proto-communiste. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'était bien. Les gilets jaunes, c'était intéressant, mais c'était limité aussi, et c'était pas ce que tu dis, tu vois.
On voit ici à mon dernier livre pour une souveraineté intégrale. Il s'agit bel et bien de lutte des classes, des producteurs sédentaires soucieux de l'avenir du pays, contre sédentaires, hein, contre les pillards bédouins, ethno-différentialistes. classe dominante parasitaire. C'est ça qui s'est joué dans les luttes que nous avons vues jusqu'à très récemment. Il s'agit d'une lutte de la part de la majorité d'entre nous qui se fait piller à la fois par le haut et par le bas, par les prédateurs du capital et par les prédateurs émeutiers. Voilà, nous on est le peuple au centre contre la racaille du bas et la racaille du haut. C'est devenu ça le discours de Loïc Chéniaud. Pourquoi ? Parce qu'en fait il a peur des gens plus pauvres que lui et il envie les gens plus riches que lui. En gros c'est ça. Or, les émeutes, quant à elles, ont pour vocation non pas l'accomplissement de l'État vers une forme plus démocratique, mais bien vers un retour archaïque à des formes communautaires éclatées. Il ne s'agit pas d'un dépérissement de l'État au profit de la nation, mais bien d'une lutte interne à un État déjà trop affaibli et qui consent à sa disparition, voire à son hybridation, avec l'intégration de couches délinquantes au sein même des forces institutionnelles, notamment la logique des grands frères, dans des zones qui ne sont plus régies par la République, qui... Ouais, il reprend vraiment l'article de l'Institut Pépal, hein. La logique des grands frères et tout, c'est l'intégration des bédouins dans l'État. Voilà, il y a un complot, on veut nous mettre des bédouins partout. Se doit pourtant d'être une et indivisible. Mais pourquoi est-ce qu'on met des grands frères dans les quartiers ? Parce que ça passe beaucoup mieux de mettre un grand frère dans les quartiers, ça fait descendre le ton et la violence que si t'envoies un type qui a été formé à 600 km et qui vient en mode gros bras, qui a rien à voir, qui a pas la culture du quartier et qui va faire monter la tension et la violence. On le voit bien. Oh, mais c'est une évidence en fait, c'est juste une évidence. Il y a donc une rupture supplémentaire, je dirais, du contrat social et une volonté, là encore, de faire sécession. Ce qui est profitable pour le capitalisme. Mais c'est pas les mecs qui veulent faire sécession, c'est la République qui les a mis de côté. Il inverse tout. Notamment dans sa forme techno-féodale que là encore j'ai décrit à plusieurs reprises et sur laquelle je ne m'étendrai pas ici. Les Gilets jaunes donc ont subi effectivement l'appareil d'État répressif qui n'a rien à voir avec l'État-nation, repris en main par le mouvement ouvrier au cours du XXe siècle. C'est tout ce sur quoi nous luttons, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre l'État comme instance de domination au cours du XIXe siècle et faire du paléo-marxisme avec l'État-nation repris en main par la classe ouvrière durant toute son histoire au XXe siècle avec tout ce qu'on appelle les conquêtes sociales. Donc, mais il y a des conquêtes sociales, par contre dire l'État de manière générale que voilà l'État est ouvrier ou je sais pas quoi, c'est des conneries. Enfin, tu vois bien comment a été traité par la justice, par la police, les mouvements sociaux, ouvriers et même plus qu'ouvriers, des travailleurs. Enfin, l'État il est encore aux mains par le néolibéralisme de la bourgeoisie. Alors ok, il y a des conquêtes sociales qu'on veut nous casser évidemment, mais on peut pas nous dire que c'est un État-nation ouvrier ou je sais pas quoi. Donc les Gilets jaunes ont bien subi un appareil d'État répressif qu'il nous faut distinguer de cet État-nation. Ce même appareil d'État répressif qui n'a pas hésité à produire de la violence gratuite contre tous, blancs y compris, voire prioritairement d'ailleurs, peut-être même, si tant est que ces distinctions raciales aient du sens, lors du Covid. Et ça, nous ne l'oublions pas, d'accord ? C'est-à-dire que... Si tant est que ces distinctions raciales aient du sens. Le mec vient de dire que les blancs étaient plus discriminés que les arabes et les noirs, quoi. Ça sort de nulle part, hein. Écoutez ça. Donc les Gilets jaunes ont bien subi un appareil d'État répressif qu'il nous faut distinguer de cet État-nation. Ce même appareil d'État répressif qui n'a pas hésité à produire de la violence gratuite contre tous, blancs y compris, voire prioritairement d'ailleurs, peut-être. Voilà, donc c'est prioritairement peut-être les blancs qui sont plus victimes de l'appareil répressif de l'État. Enfin, sérieusement, quoi. Sérieusement, le mec pense que les blancs sont peut-être quand même plus soumis à l'appareil répressif d'État, à la police et tout, quoi. Mais tout ça sort, quoi. Mais je dirais qu'ici, je crois que Loïc Chéniaud est le lapin du futur. Oui, c'est peut-être possible, hein. C'est peut-être possible. Même, si tant est que ces distinctions raciales aient du sens... Si tant est que ces distinctions raciales aient du sens, voilà. Donc, les distinctions raciales n'ont pas de sens, mais les bédouins sont ethniquement différents, voilà. Du Covid, et ça nous ne l'oublions pas, d'accord ? C'est-à-dire que nous avons été à l'avant-garde justement sur ces questions-là lorsque l'appareil d'État répressif a agi sur l'ensemble des producteurs sédentaires. La mort de Naël... Mais les producteurs sédentaires, pourquoi les blancs ont été plus victimes de l'appareil répressif d'État pendant le Covid ? Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries ?
n'est pas un meurtre raciste. Sinon, que dire de tous les blancs tués et éborgnés par la police, notamment, encore une fois, quand il s'agissait des gilets jaunes, mais plus largement aussi quand il s'agit de refus d'obtempérer. D'accord, il y a pléthore d'exemples qui sont ressortis dans la presse ces dernières semaines. Ce qui nous intéresse, la police n'est pas raciste. Hein. On a l'impression qu'en gros, les gilets jaunes, pour lui, c'est le maximum de la violence policière. Les gilets jaunes, c'est le moment où les blancs ont compris que, en fait, ça pouvait aussi être sur eux la violence policière. Il y a énormément d'histoires dans les quartiers, dans les banlieues, avant les gilets jaunes, de violences policières. Et les gilets jaunes, ça a été, en plus c'est pas que des blancs les gilets jaunes, mais ça a été aussi la découverte pour les blancs qu'en fait les violences policières, c'était aussi pour eux aussi se rebeller. Hein. Ce sont les exactions qui ont suivi ce meurtre et qui correspondent à des ruptures nettes avec la société française. C'est ça que nous analysons. D'autant plus que ces émeutes ont lieu à d'autres... Quelqu'un qui dit dans le chat, c'est pas la même situation. Ben ouais, en plus c'est totalement ça, parce que les gilets jaunes c'est une situation de rébellion, c'est une situation de mouvement social, donc tu t'attires forcément plus les foules des flics. Là c'est une situation de quelqu'un d'arrêté dans une voiture, c'est pas du tout pendant un mouvement social ou quoi. D'autres moments, même festifs, pour occuper le territoire. Ce que je veux dire par là, c'est que le meurtre de Naël est bien un prétexte. Et c'est d'ailleurs même ce que sa grand-mère a pu dire ces jours derniers. C'est un prétexte en ce sens que une victoire ou une défaite de Coupe du Monde, ou n'importe quel autre événement, par exemple, pouvant être festif, se présente aussi comme une occasion d'occuper les territoires, d'occuper des espaces, de s'affranchir des lois de la République. Et là, on peut pas nous dire que c'est le fruit de la misère ou d'un assassinat policier ou que sais-je. Tout cela tend à l'archipélisation de la France, qui n'est déjà qu'un archipel de l'Empire américain et qui est en train de... Oh là 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 là, mais c'est honteux. Hein. Et on en parlait l'autre jour avec Bastien, l'ancien de l'Institut Umpépal, et il disait ouais, le problème c'est que à l'Institut Umpépal, ils disent toujours oui, on est soumis à l'impérialisme américain, ce qui est vrai en partie, mais ils oublient toujours de dire que la France est impérialiste. Et en gros, la France fait partie des pays impérialistes, et dans les pays impérialistes, elle est soumise politiquement aux États-Unis. Mais eux, ils voient ça, on a l'impression que pour eux, la France et le Venezuela ou la Côte d'Ivoire, c'est la même chose, quoi. Connaître des formes de communautarisme assez similaires. Il n'y a donc, disons-le, aucune convergence, puisque ces luttes prennent des directions totalement opposées. Les uns, encore une fois, dans la sauvegarde et prolongement, l'accomplissement de l'État-nation, dépassement de l'État bourgeois institué au XIXe siècle, les autres pour un éclatement de l'État-nation au profit d'un retour aux communautés tribales et archaïques. Il n'y a donc que dans ce catéchisme gauche. Pour lui, l'État n'est pas bourgeois aujourd'hui, quoi. Enfin, hallucinant. Hein. Que cela peut encore avoir du sens. La seule convergence réelle mais non conscientisée ou non dite, c'est celle peut-être des parasites d'en haut et d'en bas, du lumpen et des classes dominantes dans l'établissement, notamment de rap. Voilà l'alliance du lumpen et des classes dominantes. Bon, j'ai déjà répondu ça, donc je vais pas passer une plombe, mais j'ai déjà répondu sur ma chaîne, allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue, avec Antoine Goya, ma chaîne Pas du Ring. Rapports sociaux féodaux en période de mutation du capitalisme qu'aucun gauchiste prétendument marxiste n'analyse à l'heure actuelle, avec pour seul point commun la volonté de faire sécession. Merci Loïc. Donc si on doit résumer, union de tous les travailleurs français, quel que soit l'espace dans lequel ils sont, que ce soit la banlieue, que ce soit le périurbain, contre les racailles d'en haut et d'en bas. Tu souhaitais conclure sur nos mesures, sur des mesures concrètes pour... Contre les racailles d'en haut et d'en bas, mais c'est marrant parce que leur discours fait plutôt chier les racailles d'en bas et plaisir aux racailles d'en haut. Hein. J'ai pas l'impression que leur discours là qui passe sur Valeurs Actuelles et sur Radio Courtoisie, ils mettent en sur Bolloré. Hein. Mettre en place ce projet politique. Alors très vite, puisque effectivement il faudrait beaucoup de temps pour les développer, et j'invite les gens qui nous écoutent à les découvrir, à me lire, à nous rejoindre, à souscrire au cours, etc. pour avoir effectivement une teneur plus conséquente sur tout ça. Mais évidemment, l'objectif, quel est-il ? Eh bien, continuer à mener les luttes sociales, les prolonger pour accomplir l'État-nation et ne pas confondre ça avec les émeutes que nous avons ici et qui justement inquiètent et qui tendent à décrédibiliser l'ensemble des luttes sociales, puisque... Mais le but, c'est plus le communisme, chez lui, c'est accomplir l'État-nation, quoi. Accomplir l'État-nation, mais c'est quoi ce truc, quoi ? C'est hallucinant. Que les producteurs sédentaires n'ont pas vocation à se reconnaître dans ces émeutiers à très juste titre, et que tout cela ne s'agit que d'un leurre médiatique relayé par les différents mouvements gauchistes. Ensuite, il s'agit, comme nous l'évoquons à plusieurs reprises et comme j'en fais état dans mon dernier livre pour une souveraineté intégrale, et bien de la reprise en main de la souveraineté nationale
et de la souveraineté populaire démocratique sur l'ensemble du territoire, mais aussi sur notre outil de travail, contre, tu l'as très bien signalé, les racailles d'en haut et d'en bas, puisque dans tout cela aussi, on a en tête les racailles du haut, les Sarkozy, les Schiappa, etc., qui sont vraiment les figures de la petite délinquance qui réussit finalement. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs si Sarkozy connaît aujourd'hui encore un retour en force sur les réseaux sociaux comme TikTok. Et puis instituer l'État-nation. Ce n'est pas pour rien que Sarkozy connaisse un retour en force sur les réseaux sociaux comme TikTok. Genre, quand il dit ce n'est pas pour rien, on comprend rien à son insinuation. Ah, voilà, c'est pas pour rien que Sarkozy il fait des vues sur TikTok. Hein. Démocratique puissant, une voix française particulière qui met au pas les parasites de tout genre pour accomplir les parasites de tout genre. Est-ce que les gens qui vendent des formations sur internet c'est des parasites par exemple? Sécurité physique sur le territoire et la sécurité sociale à grande échelle. Et donc, eh bien, nous invitons à l'IHT à travailler à tout ça, à reconstituer effectivement la communauté nationale et à restaurer l'État-nation. Voilà, l'IHT appelle à reconstituer l'État-nation et la communauté nationale. Hein. Mais vous avez vu le but d'un truc communiste, quoi. C'est censé être communiste, ce bordel. À travailler à tout ça, à reconstituer effectivement la communauté nationale et à restaurer l'État-nation. C'est sur ces mots que nous terminons l'entretien. Le mec veut restaurer l'État-nation et la communauté nationale, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, vraiment. Là, on peut plus se cacher, il faut arrêter, il faut ouvrir les yeux. Les mecs qui me disent encore, ouais, ce gars-là, il est de gauche, il est communiste. Non, mais c'est vraiment... Enfin, là, c'est finito. Là, je vais essayer de me dire que c'est finito. Mais à chaque fois, il arrive à trouver pire. Et de me dire que c'est finito.